Utérus artificiel. Études pilotes. Une série d'études pilotes menant à notre dispositif final ont été réalisées, identifiant les obstacles potentiels et permettant des modifications de conception séquentielle. Toutes les études pilotes ont utilisé le circuit artériel veineux sans pompe décrit ci-dessous. Les principales modifications de conception étaient liées à l'environnement fluide et à notre approche de l'accès vasculaire. Une observation constante tout au long de nos études pilotes était la stabilité hémodynamique et l'échange gazeux efficace obtenu par le circuit AV sans pompe sur une large gamme de débits de circuits. La série initiale d'expériences a été réalisée chez des agneaux en fin de gestation, 125 à 140 jours de gestation. Durée égale 145 jours, et a utilisé un bain de fluide ouvert avec recirculation continue d'une solution électrolytique à travers des filtres micropores. Pour éviter le risque de spasme veineux ombilical, nous avons utilisé l'artère carotide et la veine jugulaire pour l'accès vasculaire. Ces études ont duré de 23 à 108 heures mais ont été limitées par le sepsis et les complications liées à la canule. Cela a conduit à notre deuxième conception qui comprenait un bain de fluide semi-fermé avec échange continu de liquide amniotique, plutôt qu'une recirculation. Avec l'incubateur amélioré, 5 animaux expérimentaux avec cannulation Canada-NJV ont été maintenus sur le système pendant 346,6 plus ou moins 93,5 H. Une nette amélioration par rapport à la conception originale. Il est important de noter qu'un animal a été maintenu dans le circuit pendant 288 heures et a été sevré avec succès jusqu'à la respiration spontanée. La survie à long terme confirmant que les animaux peuvent passer à une vie postnatale normale après un soutien extra-utérin prolongé. Cependant, le sepsis est resté limitant chez 3 agneaux sur 5, ce qui a conduit à la conception d'un circuit fluidique fermé. Avec l'introduction du BioBag, des études pilotes ont été réalisées dans le but d'appliquer notre système à des fœtus gestationnels précoces. Du point de vue du développement pulmonaire, les agneaux à 100 à 115 jours de gestation se trouvent dans la phase canaliculaire intermédiaire ou tardive du développement pulmonaire 18, ce qui est l'équivalent biologique du nourrisson humain prématuré de 22 à 24 semaines de gestation 19. Cependant, chez les agneaux d'âge gestationnel de 110 jours porteurs d'une cannulation Canada-NJV, une diminution des flux de circuit et un édème progressif se sont développés au cours des premiers jours. Les faibles débits du circuit étaient dus à des pressions de perfusion réduites à travers l'oxygénateur en raison d'une pression artérielle moyenne plus faible chez les agneaux GA antérieurs. Combiné à des pressions veineuses élevées du côté droit chez les animaux GA Canada-NJV à 110 jours par rapport au contrôle publié in utero. Pression 9,6 plus ou moins 2 mm Hg contre 4 plus ou moins 2 mm Hg, respectivement, 20, 21, 22. Pour décharger l'oreillette droite, nous avons choisi d'utiliser la veine ombilicale pour l'afflux veineux afin d'imiter le retour veineux ombilical fœtal normal et d'améliorer le flux de sang oxygéné à travers le foramen. Ovale 20, 21. Pour éviter les spasmes veineux ombilicaux 23, 24, 25, nous avons avancé la canule veineuse ombilicale jusqu'à une position avec la pointe juste à l'intérieur du fascia abdominal. La cannulation Canada-UV a abouti au soutien stable de 5 agneaux GA de 106 à 113 jours pendant 13 à 26 jours dans le BioBag. Les 5 agneaux ont démontré une stabilité hémodynamique à long terme ainsi que des débits de circuit et des paramètres d'oxygénation stables, groupe Canada-UV sur la figue. 2. Cependant, le débit vers l'oxygénateur chez les agneaux Canada-UV était bien inférieur au débit physiologique normal vers le placenta 26, 27, 28.
principalement en raison du faible débit inhérent. Artère carotide de calibre. Le problème limitant de l'afflux vasculaire carotidien a conduit au développement de notre dispositif final pour obtenir un soutien physiologique fœtal, FIG. Et film supplémentaire 1. Les 3 composantes du système sont décrites ci-dessous. Tableau. Un aperçu des animaux de laboratoire. Tableau en taille réelle. Figure 1. Conception du système EA-UV BioBag. Composants de circuits et de systèmes constitués d'un circuit d'oxygénateur sans pompe à faible résistance. D'un environnement fluide fermé avec échange de fluide continu et d'une interface vasculaire ombilicale. Agneau représentatif cannulé à 107 jours de gestation et au 4e jour de support. Le même agneau au jour 28 de support illustrant la croissance somatique et la maturation. Image en taille réelle. Figure 2. Paramètres hémodynamiques et oxygène chez les agneaux Canada UV par rapport aux agneaux EA-UV. Données des agneaux Canada UV représentés par des cercles gris et des agneaux EA-UV par des cercles noirs. Fréquence cardiaque. Pression moyenne de l'oxygénateur prémembranaire calculée comme un tiers systolique plus 2 tiers diastolique. Débit du circuit ajusté au poids corporel. Saturation en oxygène postmembranaire. Hémoglobine. Livraison d'oxygène. Les données sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins SEM. La différence statistiquement significative entre les groupes dans est notée astérisque PM 0,05. Image en taille réelle. Un circuit artério-veineux sans pompe. Dès le début de l'étude, nous avons estimé qu'un circuit sans pompe, dans lequel le flux sanguin est piloté exclusivement par le cœur fœtal, associé à un oxygénateur à très faible résistance imiterait le plus fidèlement la circulation fœtale placentaire normale. Dans la plupart de nos études, nous avons utilisé un oxygénateur de petit volume, à résistance quasi nulle, et des segments courts de tubes de circuit pour minimiser la surface et les volumes d'amorçage. Ce système est comparable au volume du placenta lui-même. Le volume sanguin placentaire rapporté chez le mouton est de 23,1 à 48,1 ml par kg 29. Et la plupart des études présentées dans ce rapport ont utilisé l'oxygénateur pédiatrique cadroxydé, Maquet cadroxydé pédiatrique oxygénateur. Maquet Cardiopulmonary AG, Rastatt, Allemagne, qui a un volume d'amorçage de 81 ml. Récemment, avec des agneaux plus petits, nous avons utilisé un oxygénateur néonatal cadrox modifié, oxygénateur néonatal et pédiatrique Maquet cadroxy. Maquet Cardiopulmonary AG, avec un volume d'amorçage de 38 ml. Ainsi, nos volumes d'amorçage de circuit pour des agneaux de 1 à 3 kg se situent dans la plage normale de volume sanguin placentaire. Tout au long du développement de notre dispositif, à l'exception de nos animaux Canada JV gestationnels antérieurs décrits ci-dessus, tous les animaux ont démontré une stabilité hémodynamique complète. Sans besoin de vasopresseurs ni de signes d'acidose progressive ou d'insuffisance circulatoire. Un environnement fluide stérile fermé. Pour répondre davantage aux problèmes de stérilité, d'adaptabilité de la taille et d'efficacité de l'espace et du volume de liquide, une conception BioBag a été développée. Un système à usage unique et complètement fermé qui minimise les volumes de liquide amniotique et peut être personnalisé pour reproduire plus fidèlement la taille et la forme de l'utérus. Le BioBag est constitué d'un film de polyéthylène translucide, sonolucide et flexible pour permettre la surveillance,
la numérisation et la manipulation du fœtus si nécessaire. Un côté ouvert et scellable a été incorporé pour faciliter l'insertion du fœtus au moment de la canulation, et divers ports étanches ont été conçus pour accueillir des canules. Des sondes de température et des tubes d'aspiration stériles. Après canulation, le biobag est scellé et transféré sur une plateforme de support mobile qui intègre la régulation de la température et de la pression, le rembourrage, les réservoirs de fluide et les circuits d'échange de fluide. Le développement du biobag a essentiellement résolu le problème de la contamination massive des liquides et a éliminé la pneumonie en cas de pathologie pulmonaire. Au cours des expériences ultérieures, une faible contamination du liquide amniotique n'a été observée que dans les circonstances où la réentrée dans le biobag était nécessaire. Lorsque cela se produisait, la contamination pouvait être éliminée en augmentant le taux d'échange de liquide et en injectant quotidiennement des antibiotiques dans le liquide de la poche. Accès vasculaire ombilical. Pour se rapprocher plus étroitement de la dynamique du flux in utero, la cannulation carotidienne a été abandonnée au profit de la cannulation de la double artère ombilicale et de la cannulation d'une seule veine ombilicale. Nous avons développé une technique de cannulation des vaisseaux du cordon ombilical qui maintient une longueur de cordon ombilical natif entre les extrémités de la canule et la paroi abdominale, afin de minimiser les événements de décannulation et le risque d'obstruction mécanique. Les canules ombilicales et veineuses ne mesurent que 2 cm de long, dont la majeure partie est utilisée pour sécuriser les canules, et donc l'interface est fonctionnellement bout à bout. Les spasmes du cordon ombilical ont été atténués par une combinaison d'administration topique de papaverine, de techniques opératoires atraumatiques et de maintien de la chaleur et de la saturation physiologique en oxygène de l'afflux veineux ombilical lors de l'initiation du flux du circuit. Le biobag a été modifié pour accueillir exclusivement des canules ombilicales, FIG. 1B, C film supplémentaire 1. Soutien physiologique extracorporel du fœtus. La combinaison du circuit oxygénateur sans pompe, du circuit fluidique fermé et de l'accès biobag et cordon ombilical constitue notre dispositif. Nous avons fait fonctionner 8 agneaux avec le maintien de niveaux stables de débit de circuit équivalent au débit normal vers le placenta. Nous avons analysé 5 fœtus de 105 à 108 jours de gestation pendant 25 à 28 jours et 3 fœtus de 115 à 120 jours de gestation pendant 20 à 28 jours. Les séries les plus longues ont pris fin à 28 jours en raison des limitations du protocole animal plutôt que de toute instabilité, ce qui suggère que le soutien de ces animaux en début de gestation pourrait être maintenu au-delà de 4 semaines. Les paramètres hémodynamiques et de débit du circuit pour les 8 agneaux EAGUV sont résumés sur la figure 2 et comparés directement avec ceux des agneaux Canada-UV. Les agneaux EAGUV ont démontré des niveaux de débit de circuit comparables à ce qui est considéré comme un débit placentaire normal, FIG. 2C, 150 à 250 ml kg-1 minute -1, tout au long de leur course. Avec les flux de circuit physiologique chez les animaux EAGUV, nous avons pu maintenir une saturation post-membranaire inférieure, FIG. 2D, avec un apport normal d'oxygène fœtal, FIG. 2F, et un besoin transfusionnel réduit, FIG. Deuxième, par rapport aux agneaux Canada-UV. Point pour éviter un apport excessif d'oxygène, nous réduisons généralement la concentration initiale d'oxygène du gaz de balayage à 11-14% en mélangeant de l'azote avec l'air ambiant. Un apport normal d'oxygène est nécessaire au soutien métabolique physiologique, à l'utilisation du substrat, à la croissance et au développement.
La figure 3 montre les paramètres calculés liés à l'apport d'oxygène pour nos agneaux EAGUV sur les 5 agneaux de gestation antérieure et les 3 agneaux de gestation ultérieure. Les valeurs pour les deux groupes sont comparables aux valeurs normales publiées précédemment pour les fœtus d'agneaux 30. Au cours des études, des efforts ont été déployés pour maintenir une tension fœtale normale en oxygène et un échange de dioxyde de carbone tout en assurant un apport normal d'oxygène, Fig. 3b. Chez les agneaux Canada UV, une baisse progressive des taux d'hémoglobine a été observée, nécessitant finalement une transfusion d'un grand volume de sang adulte pour maintenir l'apport d'O2. Nous avons estimé que cela était probablement dû à une production altérée d'érythropoïétine par le foie fœtal en raison de la teneur supraphysiologique en O2 du sang UV postmembranaire 31. Des expériences ultérieures avec les 3 premiers animaux UV ont démontré une réduction des besoins transfusionnels, probablement en raison d'une PaO2 plus faible dans le sang UV. Chez les 5 derniers animaux UV, nous avons administré quotidiennement de l'érythropoïétine, ce qui a ralenti la progression de l'anémie et a presque éliminé ou, chez les 3 derniers animaux, complètement éliminé le besoin de transfusion sanguine, Fig. 3c. Les fœtus avaient des valeurs de pH et des taux de lactate, Fig. 3e, normaux tout au long des études. Figure 3. Paramètres d'oxygène chez les agneaux EAUV. Données de N égale 8 agneaux. Paramètres hémodynamiques et de laboratoire. Prémembrane PaCO2 et PaO2. Taux d'hémoglobine avec et sans érythropoïétine. pH prémembranaire. Lactate plasmatique. Valeur de contrôle in utero dans dérivés des données mesurées dans la référence. 18. Les données dans sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins sème différence statistiquement significative entre les groupes dans noté astérisque P 0,05. Image en taille réelle. L'échocardiographie quotidienne a confirmé les débits cardiaques physiologiques et le maintien de la circulation cardiaque fœtale tout au long des séries UAUV, avec des flux de canal artériel presque normaux, une perméabilité et un flux à travers le canal veineux et une dérivation de droite à gauche à travers le foramen. Ovale 32. La contractilité cardiaque était excellente et la taille de la chambrée de la veine cave pouvait être utilisée comme indicateur de l'état général du volume, permettant des ajustements dans l'administration de fluide. Un cardiologue fœtal expérimenté a examiné toutes les données échocardiographiques et a convenu que la fonction cardiaque semblait tout à fait normale à tous égards. Figure 4. Paramètres échocardiographiques chez les agneaux UAUV. Données de N égale 8 agneaux. Paramètres échocardiographiques. Débit cardiaque combiné. Rapport débit du canal artériel sur sortie ventriculaire droite. Les données dans sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins sème astérisque données de microsphère in utero dans dérivés des données mesurées dans la référence. 20. L'agneau 3 présentait une tétralogie de Fallot avec un débit pulmonaire restreint avant que la cannulation ne soit exclue des calculs de valeur moyenne en raison de la physiologie du TOF. Image en taille réelle. Croissance et maturation des organes. La nutrition fournie via le circuit était basée sur l'absorption de substrats par des agneaux fœtaux en fin de gestation 33, 34, 35 et consistait donc principalement en glucides et en acides aminés, avec des traces de lipides. Notre stratégie chez les agneaux Canada UV et EAUV consistait à titrer l'administration de dextrose et d'acides aminés à des niveaux de glucose plasmatique et d'azote uréique sanguin.
pour éviter une diurèse osmotique et goût état hyperosmolaire. La tolérance au substrat est généralement corrélée à l'apport d'oxygène et à un apport d'oxygène relativement plus élevé. Les agneaux UEG-UV ont toléré des niveaux physiologiques d'apport de substrat, FIG. 5A, et ont démontré une croissance comparable à celle des témoins appariés à la race, FIG. 5B, C. D'un point de vue qualitatif, il y a eu une croissance et une maturation évidentes avec des tirages prolongés. Les animaux ont ouvert les yeux, sont devenus plus actifs, avaient des mouvements de respiration et de déglutition apparemment normaux. Ont fait pousser de la laine et ont clairement occupé une plus grande proportion d'espace à l'intérieur des sacs, FIG. 1B, C. L'ajout de perfusion d'insuline chez les 2 derniers agneaux a encore amélioré l'utilisation du substrat et a permis l'administration de charges caloriques plus élevées avec une amélioration supplémentaire de la croissance fœtale. Figure 5. Nutrition et croissance des agneaux UAUV. Données de N égale 8 agneaux. Substrat nutritionnel et paramètres de laboratoire. Les données sont présentées pour des animaux individuels et sous forme de moyenne de groupe. Courbe de croissance de contrôle utilisant UAUV et poids d'agneau de contrôle à l'hystérotomie. La ligne continue représente le meilleur ajustement exponentiel. Courbe de croissance UAUV. La ligne continue représente le meilleur ajustement exponentiel des poids d'agneau sans insuline UAUV à l'hystérotomie et à la fin des études. La ligne pointillée représente la courbe de croissance du contrôle. Valeur de contrôle in utero en dérivé des données mesurées dans les références 36, 37, 59. Astérisque la valeur P d'en fait référence à l'analyse de variance entre groupes. Image en taille réelle. En tant que substitut de la maturation des organes dans notre système, nous avons évalué la maturation pulmonaire chez les agneaux UAG-UV par analyse morphométrique détaillée. Évaluation histologique, FIG. 6F, I, analyse de la protéine B du surfactant, FIG. 6J, K, et analyse de la fonction après la naissance, FIG. 6 mètres. Les agneaux âgés de 106 à 113 jours de gestation se trouvent dans la phase canaliculaire intermédiaire ou tardive du développement pulmonaire 18, ce qui est l'équivalent biologique du nourrisson humain prématuré de 23 à 24 semaines de gestation 19. L'analyse morphométrique a démontré une progression des stades canaliculaires au stade saculaire du développement pulmonaire en parallèle avec des agneaux témoins normaux du même âge, FIG. SIA, E. D'un point de vue fonctionnel, les agneaux étaient facilement ventilés après leur retrait du circuit. Est presque comparable aux agneaux témoins GA de 141 jours accouchés par césarienne et immédiatement ventilés, FIG. 6 mètres. D'autres paramètres métaboliques reflétant la fonction des organes et l'état nutritionnel étaient étonnamment stables malgré les contributions maternelles connues à la fonction hépatique et rénale. Les taux de bilirubine et les tests de la fonction hépatique n'ont montré qu'une très légère élévation ou sont restés dans les limites de la normale. Figure 6. Développement structurel et biochimique des poumons et fonctions pulmonaires néonatales précoces chez les agneaux UAG-UV. Morphologie des agneaux témoins, 113 DGA et 139 DGA, et expérimentaux, 132 DGA, Canada UV agneau 3. 144 DGA, WAC UV agneau 5, après respectivement 19 et 28 jours de circuit. La formation alvéolaire continue sur le circuit est mise en évidence par une densité et une hauteur accrue des cloisons secondaires. La densité des cellules alvéolaires positives pour la protéine B du surfactant, pointe de flèche en K.
L, et la fonction pulmonaire néonatale n'était pas différente de celle des témoins du même âge. Astérisque, la valeur P d'en fait référence à la différence entre les groupes. Le groupe témoin d'en comprend uniquement les agneaux à court terme. Valeur de contrôle moyenne en dérivée des données mesurées dans la référence. 24. Agneaux témoins à court terme en accouché par césarienne et ventilés de la même manière que les animaux de laboratoire. Les données dans sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins SEM. Image en taille réelle. Tableau 2 paramètres métaboliques, hématologiques et liquidiens chez les agneaux EAUV cannulés à GA 105 à 111 jours et GA 115 à 120 jours. Tableau en taille réelle. La croissance et le développement du cerveau ont également été évalués chez les animaux EAUV. Les cerveaux étaient tout à fait normaux. Apparaissant après les analyses sans différence dans les rapports poids-cerveau-corps chez les animaux de laboratoire par rapport aux témoins in utero du même âge, FIG. 7a. Pour évaluer la maturation cérébrale, nous avons analysé l'épaisseur du giral qui n'a également démontré aucune différence par rapport aux témoins, FIG. 7b. Le diamètre bipariétal a été rapporté comme substitut à la croissance cérébrale 36 et la courbe de croissance des agneaux maintenus sur notre système était similaire à la courbe attendue déterminée à partir de calculs basés sur le poids, FIG. 7c, 37. Comme les effets de l'insuline exogène sur la croissance cérébrale sont inconnus, les animaux recevant de l'insuline ont été exclus des évaluations de la croissance cérébrale. Lors de coupes du cerveau entier, nous n'avons observé aucun signe d'hémorragie ou d'infarctus dans aucun des cerveaux d'animaux ou AUV. Enfin, pour évaluer les lésions ischémiques et l'intégrité cérébrale globale de l'agneau survivant, des séquences d'imagerie par résonance magnétique postnatale T1, T2 et pondérées en diffusion ont été réalisées à l'âge de 6 mois, FIG. 7D. Malgré l'utilisation de l'AC chez cet animal, il n'y avait aucun signe d'ischémie ou de défaut structurel. Pour confirmer ces résultats au niveau histologique, nous avons effectué une coloration de routine à l'hématoxyline et à l'éosine sur les régions critiques du cerveau, FIG. 8A. Et, comme la substance blanche est particulièrement sensible aux lésions ischémiques, nous avons évalué les régions critiques du cerveau par densitométrie de coupe colorée à la myéline. 38, 39, 40 chez les animaux OAUV. Il n'y avait aucune différence dans la densité de myéline dans aucun des cerveaux analysés, FIG. 8B, D. De plus, les neuropathologistes de 2 institutions distinctes n'ont pas pu identifier de lésions histologiques associées à une ischémie, un infarctus ou une démyélinisation lorsqu'ils étaient aveugles aux tissus expérimentaux et témoins. Figure 7. Développement neurologique et maturation chez les agneaux expérimentaux. Rapport de poids-cerveau, corps post-mortem des animaux expérimentaux et témoins. Les animaux ayant reçu de l'insuline sont exclus. Largeur du giral sur les sections colorées à l'hématoxyline et à l'éosine par région par rapport au contrôle de gestation de 140 jours. Diamètre bipariétal chez les animaux expérimentaux par rapport aux animaux prédits, équation dérivée de la référence. 26. Imagerie par résonance magnétique coronale postnatale pondérée en T2 à l'âge de 6 mois. La barre d'échelle en est de 1 cm. Les données dans sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins SEM. Les valeurs P d'en font référence à la différence entre les groupes témoins et expérimentaux, test T de student pour chaque région, point temporel, avec une signification statistique définie comme P 0,05. Trouble borderline, dysplasie bronchopulmonaire.
Image en taille réelle. Figure 8. Paramètres histologiques et autres du développement et de la maturation du cerveau. Section représentative colorée à l'hématoxyline et à l'éosine du cerveau, cervelet postthérapeutiques et de leurs cortex respectifs présentant un parenchyme cérébral normal et une absence de blessure. Tâche représentative de myéline bleue rapide luxol et identification numérique des pixels représentant la densité de myéline. Pourcentage de pixels positifs identifiés dans les régions sélectionnées. Positivité maximale dans les régions sélectionnées. Activité EMG oculaire chez des agneaux fœtaux instrumentés de contrôle in utero et expérimentaux à 120 jours et 134 et 139 jours, respectivement. La zone blanche de la barre représente l'activité et les zones noires le repos. Corrélation entre l'indice de pulsatilité de l'artère cérébrale moyenne et l'apport d'oxygène fœtal, la ligne continue représente le meilleur ajustement linéaire. Les données sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins SEM. Les barres d'échelle de gauche à droite sont respectivement 4 mm, 300 micromètres, 1,5 cm, 150 micromètres, 4 mm et 2 mm. Les valeurs P font référence à la différence entre les groupes témoins et expérimentaux, test T de student en C, D et coefficient de corrélation de Pearson en F. Avec une signification statistique définie comme P 0,05. Image en taille réelle. D'un point de vue fonctionnel global, les animaux UAG-UV ont démontré des mouvements normaux ou accrus, des cycles sommeil-éveil. Une respiration et une déglutition intermittentes et semblaient généralement confortables et non stressées. Des mouvements respiratoires fœtaux ont été notés régulièrement tout au long de la période d'incubation. Comme mesure du développement neurologique, nous avons comparé l'électromyographie oculaire chez 2 agneaux fœtaux chroniquement cathétérisés 41. Avec 2 agneaux maintenus dans le système pendant la même période de gestation. Une progression du développement allant de cycle sommeil et éveil fragmenté à consolidé entre les 2 âges gestationnels est apparente chez les animaux in utero et expérimentaux, données représentatives présentées sur la figue. 8e. Enfin, bien que la perfusion cérébrale n'ait pas été directement évaluée, l'indice de pulsatilité de l'artère cérébrale moyenne a été régulièrement mesuré et corrélé à l'apport d'oxygène, FIG. 8F, ce qui est cohérent avec une autorégulation normale du flux sanguin cérébral. Conjugué à notre observation des débits cardiaques normaux, de l'apport d'oxygène et des voies circulatoires fœtales, nous pensons que nos données limitées à ce stade sont encourageantes en ce qui concerne la perfusion cérébrale et le développement du cerveau. Il est important de noter cependant qu'il existe des différences importantes entre la maturation cérébrale fœtale de l'agneau et celle du cerveau humain. La plus importante étant la maturation plus précoce de la matrice germinale chez l'agneau 42. Ainsi, le risque d'hémorragie intracrânienne ne peut être évalué dans le modèle ovin 43. De plus, le suivi neurologique à long terme est difficile dans notre modèle. En raison des difficultés de survie des agneaux prématurés et des limites de l'évaluation de la fonction neurologique des agneaux. Ainsi, toute conclusion concernant le développement neurologique doit être nuancée. Un circuit sans pompe alimenté par le cœur fœtal n'est pas un concept nouveau et a été l'approche initiale adoptée par de nombreux chercheurs 23, 24, 25, 44, 45, 46. Les avantages incluent la simplicité, l'absence d'hémolyse induite par la pompe et la possibilité d'au moins une certaine autorégulation du flux sanguin du circuit.
Les inconvénients des systèmes sans pompe incluent une insuffisance cardiaque due à un déséquilibre de post-charge si le circuit oxygénateur présente une résistance supraphysiologique, ou le risque d'insuffisance cardiaque à haut débit si l'oxygénateur présente une résistance sous-physiologique. La plupart des tentatives ont été limitées par les flux de circuit sous-physiologiques et la décompensation hémodynamique rapide malgré l'utilisation d'un soutien vasopresseur et d'autres. Mesures 24, 25, 44, 46. Récemment, Murat et al. 45 ont rapporté la survie de fœtus d'agneaux sur un circuit parallélisé sans pompe jusqu'à une limite prédéterminée de 60 H. Dans ce rapport, les animaux sont restés relativement stables sur le plan hémodynamique. Cependant, des régulateurs de débit externe étaient nécessaires pour réduire le flux sanguin dans le circuit afin d'inverser l'acidose lactique, et des signes de lésion cérébrale de la substance blanche ont été observés à l'histologie. La plupart des chercheurs ont ajouté des pompes aux systèmes artério-veineux pour remédier à la limitation du débit sous-physiologique dans les systèmes sans pompe 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 alors que la plupart des tentatives ont été de courte durée, aboutissant à une insuffisance circulatoire. Une survie prolongée allant jusqu'à 543 heures a été obtenue chez 2 fœtus de chèvre 12. Cependant, pour parvenir à ce résultat, les animaux ont dû subir une dialyse, une paralysie continue, étaient hydropiques et ont finalement succombé à une insuffisance respiratoire. La technologie des plaques de fibres creuses a permis le développement d'oxygénateurs à résistance proche de zéro, permettant ainsi notre système sans pompe. Contrairement aux études précédentes, tout au long du développement de notre système, nous n'avons observé aucun cas d'insuffisance cardiaque chez nos agneaux présentant un développement pertinent. En fait, un faible niveau de résistance s'est développé à travers le circuit lors de l'utilisation d'un accès vasculaire ombilical, ce qui est cohérent avec une certaine autorégulation du flux sanguin. L'hémorragie intracrânienne est une préoccupation majeure chez les prématurés, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de l'anticoagulation dans les systèmes de soutien extracorporel. Nous utilisons des doses d'héparine considérablement réduites par rapport à l'oxygénation extracorporelle par membrane conventionnelle pour maintenir les temps de coagulation activés dans la plage de 150 à 180 S. Nous attribuons notre dose réduite d'héparine à la surface réduite de notre circuit et à l'inclusion d'un revêtement lié à l'héparine sur tous les composants en contact avec le sang. À l'avenir, il y aura probablement des revêtements sans héparine qui amélioreront encore la sécurité. Cependant, il existe également des preuves selon lesquelles l'hémorragie de la matrice germinale est liée à la ventilation à pression positive, à l'utilisation d'inotrope 47 et à d'autres interventions chez le nourrisson extrêmement prématuré 48. Ainsi, le soutien physiologique dans un système extracorporel sans ventilation ni vasopresseur peut, en soi, réduire le risque d'hémorragie, rendant difficile la prédiction de l'impact de notre système sur l'hémorragie intracrânienne. Une caractéristique essentielle de notre système est l'environnement fluide fermé avec un échange de fluide continu. Cela présente de nombreux avantages, dont le plus important est la préservation des poumons remplis de liquide et de la résistance glottique normale requise pour le maintien de pression normale des voies respiratoires ainsi que pour la croissance et le développement pulmonaire 5, 19. De plus,
un environnement fluide maintient la barrière protectrice entre le fœtus et le monde extérieur. Enfin, la déglutition fœtale de liquide amniotique aide à maintenir l'homéostasie du liquide fœtal et peut potentiellement constituer une voie supplémentaire de nutrition. Bien que nous ayons utilisé une simple solution électrolytique dans cette étude, le liquide amniotique contient de nombreux facteurs trophiques et d'autres composants pouvant être bénéfiques pour le fœtus. Le développement d'un liquide amniotique optimal à utiliser dans le dispositif est un objectif important de nos recherches actuelles. L'échange continu de liquide est utilisé pour éliminer les déchets et maintenir la stérilité et est analogue au renouvellement physiologique du liquide amniotique. Le taux d'échange de fluide peut être augmenté pour éliminer toute contamination qui se produit et nous n'avons eu aucune infection cliniquement significative depuis le développement du biobag. Les inconvénients d'un environnement fluide comprennent un accès limité au fœtus par les soignants, c'est-à-dire un examen physique, des prises de sang, une surveillance hémodynamique, avec une contamination de l'environnement si un tel accès est requis, et un manque d'accès rapide en cas d'urgence. Dans notre système, nous pouvons examiner le fœtus de manière très détaillée par échographie supérieure à l'examen physique et accéder au circuit pour tous nos besoins d'accès vasculaire. Des ports d'accès stériles pour l'aspiration du méconium et à d'autres fins sont inclus. Et nous avons conçu un dispositif clinique qui pourrait être rapidement ouvert si le fœtus devait être réanimé. Un autre inconvénient qui a été soulevé est la perception parentale d'avoir son fœtus dans un sac. Il est important de considérer que le comparateur est le nourrisson extrêmement prématuré placé sous respirateur et dans une couveuse. Nous pensons que les parents seront relativement rassurés de savoir que leur fœtus est maintenu dans un environnement physiologique relativement protecteur. Le dispositif clinique sera conçu avec de nombreuses fonctionnalités qui devraient permettre aux parents d'être connectés au fœtus, notamment l'échographie. Une caméra à fond noir permettant une visualisation en temps réel du fœtus dans son environnement sombre et la possibilité de reproduire les sons du cœur et de l'abdomen de la mère. Fœtus. Nous estimons donc que les avantages l'emportent de loin sur les inconvénients de l'exposition du fœtus aux soins conventionnels imposés aux nourrissons gravement prématurés dans l'environnement de l'unité de soins intensifs néonatale. Enfin, le cordon ombilical offre le seul accès vasculaire physiologique pour le soutien extracorporel du fœtus. L'utilisation de l'afflux artériel carotide ou de toute autre artère périphérique ne permet pas d'assurer un écoulement placentaire normal. De plus, tous les autres sites d'accès nécessitent une procédure chirurgicale sur le fœtus pour l'insertion et le retrait des canules. Nécessite une stabilisation des canules pour éviter des événements de décanulation catastrophiques et suscite des inquiétudes quant à la compromission du flux sanguin vers le cerveau ou d'autres structures, en fonction du vaisseau utilisé. Alors que de nombreux chercheurs ont utilisé les vaisseaux ombilicaux, la plupart ont placé leurs canules dans le système vasculaire central pour éviter les spasmes vasculaires ombilicaux 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 45, 46. Ceci est possible chez les moutons ou les chèvres. Mais ce n'est pas possible et serait probablement dangereux pour la mise en place d'une canule artérielle chez le fœtus humain en raison du parcours tortueux des artères ombilicales et des grandes canules requises. En revanche,
Nous avons cherché à tirer parti de la résistance naturelle du cordon ombilical aux événements occlusifs en développant une conception d'adaptateur d'extrémité pour notre cannulation ombilicale. Incorporant des canules très courtes et une méthode de fixation des canules au cordon ombilical. Cela évite l'irritation du système vasculaire ou les turbulences du flux à l'extrémité des canules qui pourraient induire un spasme vasculaire, une érosion, une formation d'anévrisme ou une thrombose. Il permet également une longueur de cordon ombilical libre entre les canules et le fœtus, évitant ainsi tout souci de décannulation ou d'occlusion de position. De ce fait, nous avons pu éliminer la sédation lors de nos courses et maintenir des flux beaucoup plus stables. Une approche alternative au système AV avec ou sans pompe a été récemment développée. Elle utilise l'échémo-véno-veineuse avec un circuit d'entrée via la veine jugulaire externe et un circuit de sortie via la veine ombilicale. Il rapporte un soutien aux agneaux extrêmement prématurés dans un état physiologique relativement stable pendant une période allant jusqu'à une semaine 49, 50. 51 avec des débits de circuit moyens de 87,4 plus ou moins 17,9 ml/kg 1 minute 1. Il rapporte également la nécessité d'administrer des vasopresseurs pendant les 3 premiers jours. Une sédation pendant toute la durée du traitement et des constatations de fermeture du canal veineux à l'autopsie, avec développement d'acide et d'épanchement pleuraux. De plus, 5 agneaux sur 9 sont morts avant une semaine en raison de complications liées au cathéter ou d'une arythmie. Contrairement à notre environnement fluide fermé, une sonde endotrachéale remplie de liquide amniotique est maintenue, ce qui ne devrait pas reproduire la dynamique normale des voies respiratoires de la respiration fœtale. Avec des développements ultérieurs, le système échémo-véno-veineux pourrait offrir une alternative pour le soutien des prématurés, en particulier après un accouchement vaginal, pour remédier à une insuffisance ventilatoire 49. L'application clinique de la technologie nécessitera une validation scientifique et de sécurité plus poussée, ainsi qu'une évolution et un perfectionnement du dispositif lui-même. Bien que nous rapportions ici l'application de notre système à des agneaux prématurés biologiquement équivalents, l'agneau fœtal de 105 jours est considérablement plus gros, 1,0 à 1,5 kg, qu'un prématuré de poids de naissance extrêmement faible. Dans des études pilotes sur des agneaux de taille équivalente mais beaucoup moins matures sur le plan du développement, nous n'avons rencontré aucune limitation liée au calibre du vaisseau ombilical ou au débit de l'oxygénateur, confirmant la faisabilité technique de la cannulation UA-UV à cette taille. Nous avons constaté un débit excessif chez nos agneaux de taille humaine tout au long de leur gestation, ce qui a entraîné des hydrops et a limité nos expériences à 5 à 8 jours. Contrairement aux agneaux plus matures et dont le développement est équivalent, aucun signe d'autorégulation du flux du circuit n'a été observé. Ceci suggère qu'il existe un équilibre délicat entre un débit de circuit adéquat et excessif et que la capacité à compenser l'augmentation du débit et les pressions supraphysiologiques de l'oreillette droite peut dépendre de la maturité développementale. Comme le débit cardiaque ajusté en fonction du poids et la taille de l'artère ombilicale sont presque identiques entre le fœtus d'agneau et l'homme, nous prévoyons la possibilité de placer des canules de 8 à 10 francs dans les vaisseaux ombilicaux humains. Nous avons développé des canules pour une insertion rapide et prévoyons la capacité de canuler un cordon ombilical humain et d'initier le flux du circuit en moins de 2 minutes.
ce qui est bien dans la fenêtre de temps critique pour l'oxygénation du cerveau fœtal 52. Cela se ferait, au moins dans un premier temps, via une procédure de sortie modifiée 53 pour les 50 à 60% d'accouchements extrêmement prématurés qui peuvent être anticipés et accouchés par césarienne 54. L'exigence d'une procédure de sortie nécessitera l'expertise du centre et introduira un risque supplémentaire et une morbidité potentielle à long terme liée à l'hystérotomie pour la mère et ses risques devront être intégrés dans des conseils non directifs avant la procédure. La possibilité de placer un nourrisson dans le système après un accouchement vaginal, ou d'éliminer la contamination dans ces circonstances, ou les circonstances d'une chorioamnionnite, reste à déterminer expérimentalement, mais resterait une possibilité si le spasme vasculaire ombilical pouvait être évité ou inversé et si la contamination pouvait être infection fœtale contenue et ou traitée. La population clinique cible initiale de ce traitement sera probablement le nourrisson extrêmement prématuré âgé de 23 à 25 semaines. À l'heure actuelle, la morbidité et la mortalité de cette population semblent justifier l'application généralisée de cette technologie s'il s'avérait qu'elle améliore considérablement les résultats des essais cliniques. Les développements futurs pourraient permettre une meilleure prédiction des nourrissons qui sont destinés à un accouchement extrêmement prématuré 55 et pourraient permettre une prédiction génétique des nourrissons qui sont les plus à risque de mortalité et de morbidité s'ils naissent prématurément 56, 57. Cela permettrait à son tour de stratifier les risques des patients potentiels et d'améliorer la sélection des patients les plus susceptibles d'en bénéficier. Un point important est que le placement dans le système ne serait pas prohibitif par rapport aux thérapies standards destinées aux nourrissons extrêmement prématurés. Par exemple, des glucocorticoïdes prénatales pourraient toujours être administrés. Et une délivrance rapide à partir du système et une conversion vers des soins néonatals prématurés standards seraient nécessaires et justifiées en cas de défaillance du système. Avant 22 à 23 semaines de gestation, il existe probablement des limitations physiologiques et techniques qui augmenteront le risque et réduiront les bénéfices potentiels de cette thérapie. Notre objectif n'est pas d'étendre les limites actuelles de viabilité, mais plutôt d'offrir le potentiel d'améliorer les résultats pour les nourrissons qui sont déjà régulièrement réanimés et soignés dans des unités de soins intensifs néonatales. Enfin, les implications de cette technologie s'étendent au-delà de l'application clinique aux nourrissons extrêmement prématurés. Les applications thérapeutiques potentielles peuvent inclure le traitement du retard de croissance fœtale lié à une insuffisance placentaire ou le sauvetage de prématurés menaçant d'accoucher après une intervention fœtale ou une chirurgie fœtale. La technologie pourrait également offrir la possibilité d'accoucher de nourrissons atteints de malformations congénitales du cœur, des poumons et du diaphragme pour une correction ou un traitement précoce avant l'instauration d'une ventilation gazeuse. De nombreuses applications liées à la pharmacologie fœtale, aux cellules souches ou à la thérapie génique pourraient être facilitées en supprimant la possibilité d'exposition maternelle et en permettant l'administration directe d'agents thérapeutiques aux fœtus isolés. Enfin, notre système offre un modèle expérimental intrigant pour répondre aux questions fondamentales concernant le rôle de la mère et du placenta dans le développement fœtal. Le maintien physiologique à long terme d'un fœtus amputé de l'axe mère-placentaire est désormais réalisé, permettant d'étudier la contribution relative de cet organe à la maturation fœtale.
Méthode. Opération chirurgicale. Des brebis gestantes datées ont été utilisées à des âges de gestation de 104 à 135 jours. Les animaux ont été traités selon les protocoles approuvés par le Comité institutionnel de protection et d'utilisation des animaux de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de Philadelphie. Les brebis ont été anesthésiées avec 15 mg Kg-1 de kétamine intramusculaire, avec maintien d'une anesthésie générale avec de l'isoflurane inhalé et du propofol, 0,2 à 1. 0 mg Kg-1 minute -1. La surveillance hémodynamique péropératoire comprenait une oxymétrie de pouls, avec une perfusion constante de solution saline isotonique administrée via une ligne veineuse centrale placée dans une veine jugulaire pour maintenir l'équilibre hydrique maternel. Une laparotomie médiane inférieure a été créée pour exposer l'utérus, avec une petite hystérotomie réalisée pour exposer la tête et le cou du mouton fœtal ou le cordon ombilical. Les agneaux expérimentaux subissant une cannulation des vaisseaux du cou ont subi la création d'une petite incision du cou droit pour exposer la veine jugulaire et ou l'artère carotide. Les fœtus ont reçu une dose intramusculaire de buprénorphine. Après avoir déterminé la taille maximale de la canule adaptée à chaque vaisseau, des canules et ECMO ont été placées, avec des sutures stabilisatrices placées le long de la longueur externe des canules au niveau du cou. Les canules ont été personnalisées avec un manchon en silicone sur la partie externe des canules pour permettre une tension accrue des sutures stabilisantes dans les expériences Canada JV et Canada UV. Des agneaux expérimentaux subissant une cannulation des vaisseaux ombilicaux ont été positionnés de manière à exposer le cordon ombilical, le tissu conjonctif étant nettement disséqué pour exposer les artères et les veines ombilicales. Des canules ombilicales ont été placées dans une veine ombilicale ainsi que dans 2 artères ombilicales, avec des sutures stabilisatrices placées au site d'insertion. Après la construction et l'amorçage sanguin du circuit de l'oxygénateur comme décrit ci-dessous, la connexion des canules au circuit a été réalisée sous visualisation échographique continue du cœur fœtal. L'occlusion du cordon ombilical a été réalisée immédiatement après l'établissement du flux sanguin dans le circuit. L'administration d'un volume sanguin supplémentaire à un sous-ensemble d'animaux démontrant un mauvais remplissage cardiaque immédiatement après l'établissement du flux du circuit. Par la suite, les fœtus d'agneaux ont été pesés et transférés dans un incubateur fluidique stérile pour une gestion ultérieure comme décrit. Pour générer des données de base sur le fœtus ovin in utero, 2 brebis gestantes datées à 118 jours d'âge ont subi une laparotomie pour l'implantation de cathéters vasculaires fœtaux et d'électrodes 41. Des électrodes EMG oculaires multibrins isolées en fil d'acier inoxydable ont été implantées par voie sous-cutanée dans les marges supérieures et inférieures du muscle recouvrant l'orbite d'un œil 41. En bref, après induction de l'anesthésie générale et extériorisation du fœtus, des cathéters ont été implantés dans l'artère carotide fœtale et la veine jugulaire, en plus d'un cathéter de référence placé dans le sac amniotique, suivi de la mise en place de fils électrodes EMG comme décrit ci-dessus. Les cathéters et les électrodes fœtaux ont été extériorisés à travers le flanc maternel, et l'utérus et l'abdomen ont été fermés. Après une période de récupération de 48 à 72 heures, les brebis ont été transférées dans une cage de rétention pour la surveillance fœtale.
La surveillance in utero des fœtus d'agneaux cathétérisés a commencé 48 à 72 heures après l'intervention chirurgicale et s'est poursuivie toutes les 24 heures, un jour sur deux, jusqu'à la fin du protocole expérimental à 140 jours d'âge. L'EMG oculaire fœtal et les pressions artérielles corrigées pour tenir compte de la pression du liquide amniotique ont été enregistrées en continu, LabChart 5, à des instruments INC. Colorado Springs, CO, USA. Circuit. Le circuit sans pompe consistait en un oxygénateur à fibre creuse à faible résistance, oxygénateur pédiatrique cadroxydé. Maquet, connecté à une canule ECMO ou à une canule ombilicale sur mesure via un diamètre intérieur de 3/16 de minute fois une épaisseur de paroi de 1/16 de minute recouverte de bioline. Tubulure. Dans des études ultérieures utilisant des agneaux plus petits, un oxygénateur plus petit a été utilisé. Les connexions ont été établies sous la forme d'un circuit d'oxygénation extracorporelle artérielle veineux. L'artère carotide ou les artères ombilicales fournissant un afflux à l'oxygénateur connecté au port d'entrée de l'oxygénateur et à la veine jugulaire ou à la veine ombilicale. Point UA-UV, fournissant un écoulement de sortie de l'oxygénateur et connecté au port de sortie de l'oxygénateur. Le volume total d'amorçage était de 81 ml de sang maternel pour le grand oxygénateur et de 38 ml pour le plus petit oxygénateur. Le débit du circuit a été mesuré en continu, compteur de dérivation HT110 et capteur de débit de tube HXL, Transonic System INC, Ithaca, New York, États-Unis, et le gaz de balayage fourni à l'oxygénateur était un mélange d'air médical, d'azote et d'oxygène titré pour atteindre les valeurs des gaz du sang fœtal. Incubation fluide. Les premières études Canada-JV ont été réalisées dans un réservoir chauffé en acier inoxydable de 30 litres rempli de liquide amniotique synthétique stérile. Étendu plus tard à un réservoir en polycarbonate de 40 litres avec recirculation continue du fluide à travers une série de filtres stériles. Les incubateurs fluidiques ultérieurs étaient basés sur un modèle d'échange continu de fluide stérile réchauffé, avec un tube d'entrée monté sur une pompe péristaltique à double tête et un écoulement gravitationnel pour faciliter le renouvellement continu du fluide. Les enclos d'agneau fœtal de ce système comprenaient un réservoir en verre personnalisé de 60 litres, NDS Technologies, Vinland, NJ, États-Unis, et des enclos à sac personnalisés individuellement d'un volume total de 2 à 4 litres, initialement composés d'argent. À base de film polyéthylène antimicrobien et plus tard le même film sans imprégnation d'argent. Le liquide amniotique synthétique était composé d'une solution saline équilibrée contenant Na+, centilitres, HCO3, K+, Sa2+, pH 7,0. 7,1, osmolarité 235,8 mOS/mkg1O. Le débit d'entrée de fluide et la température interne du fluide, MLT 415 A. Des instruments, ont été surveillés en continu. Entretien fœtal d'agneau en circuit. Après stabilisation et transfert des animaux dans l'incubateur de fluide, une perfusion continue d'héparine et de prostaglandine 1, 0. 1 GkG-1 minute-1 a été administré par voie intraveineuse. Le dosage d'héparine a été titré pour atteindre un temps de coagulation activée cible de 150 à 180 s.
Le sang artériel et veineux a été analysé toutes les 1 à 8 heures pour les valeurs des gaz du sang, des électrolytes et de la coagulation. ISTAT System, Abbott.of/NC, Princeton, NJ, USA, et la saturation en oxygène. Californie, États-Unis. Le sang maternel total stocké a été transfusé selon les besoins pour maintenir les taux d'HGB fétaux au-dessus de 9 g dL-1. Dans un sous-ensemble d'agneaux, de l'érythropoïétine a été administrée par voie intraveineuse 1 fois par jour pour favoriser l'érythropoïèse fœtale et a été maintenue pour une HGB 16 g dL-1. Des analgésiques et des anxiolytiques, Propofol, 0,1 à 0. 5 mg Kg 1 minute 1, ont été administrés pendant les périodes d'agitation fœtale perçue. Tachycardie et hypertension. Cela était principalement nécessaire chez les animaux Candida JV et Candida UV, avec un besoin de sédation nettement réduit chez les animaux UA-UV. Une nutrition parentérale totale a été administrée pendant toute la durée de l'incubation fœtale comme décrit, Candida JV. Acides aminés, lipides. Et dextrose pour un objectif calorique total de 80 kcal Kg1 par jour. Candida UV, acides aminés, lipides, dextrose et fer. UA-UV, acides aminés, lipides. Jour, du dextrose et du fer. Une échographie cardiaque a été réalisée 1 à 2 fois par jour par un échocardiographe fœtal. Les paramètres mesurés comprenaient les débits ventriculaires droit ou ventriculaire gauche cardiaque combiné, le débit du canal artériel et l'indice de pulsatilité de l'artère pulmonaire droite proximale. Des données d'échocardiographie de contrôle ont été obtenues chez des brebis gravides anesthésiées à 109 jours et 135 jours d'âge. Acquisition de données et formules. La pression artérielle fœtale, la fréquence cardiaque, les débits sanguins du circuit, la différence de pression transmembranaire, le débit de gaz de balayage et la température du fluide de l'incubateur ont été enregistrés en continu. Teneur en oxygène post-membranaire égale plus. Teneur en oxygène prémembranaire égale plus. Débit du circuit ajusté au poids égale débit du circuit absolu, poids journalier estimé. Débit d'oxygène égale débit du circuit ajusté en fonction du poids fois teneur en oxygène post-membranaire. Consommation d'oxygène égale débit du circuit ajusté en fonction du poids fois. Extraction d'oxygène égale fois 100%. Poids journalier estimé. Le taux de croissance a été supposé exponentiel et dérivé du poids corporel mesuré au début et à la fin de chaque analyse, selon la formule I égale à EBX, où A est le poids de départ et B est le taux de croissance en GKG1 par jour. Les poids quotidiens estimés ont été extrapolés à partir du taux de croissance exponentielle calculé pour chaque agneau. Contrôler le taux de croissance. Les poids corporels initiaux des agneaux expérimentaux prototype 3/4 et des agneaux témoins en fin de gestation ont été comparés à l'âge gestationnel. Une analyse de régression exponentielle a été utilisée pour déterminer le taux de croissance témoin in utero ainsi que le poids fœtal estimé pour les calculs du diamètre bipariétal attendu. Décanulation et ventilation mécanique. Une fois la période d'incubation terminée, les animaux sont sortis du bain de liquide, avec intubation endotrachéale et aspiration pour éliminer l'excès de liquide des poumons.
La décannulation chirurgicale de l'artère carotide et ou de la veine jugulaire a été réalisée sous anesthésie générale avec de l'isoflurane inhalé et du propofol, 0,2 à 1,0 mg kg 1 minute 1. Les vaisseaux ombilicaux brevetés ont été clampés et divisés. Une artère ombilicale ou artère carotide a été cathétérisée pour permettre la mesure des gaz du sang. L'anesthésie a ensuite été inversée et les animaux ont été maintenus sous ventilation mécanique avec prélèvement intermittent des gaz du sang artériel à l'aide d'un système ISTAT, Abbott.off. KER-INC. Un groupe d'agneaux témoins de croissance normale ont été accouchés par hystérotomie à 140 à 141 jours d'âge. Canule artérielle et veineuse placée pour un prélèvement sanguin en série et une administration de liquide médicaments, respectivement, intubés et ventilés par voie orale. Les agneaux ont été maintenus sous ventilation obligatoire intermittente synchronisée, avec FiO2 titré à PaO2 60-80 mmHg. Pression inspiratoire maximale titrée à un volume courant de 6 à 8 ml Kg1 de poids corporel, fréquence respiratoire titrée à pH 7,4. Et pression expiratoire positive maintenue entre 5 et 7 mmHg. L'objectif général était de sevrer l'assistance respiratoire et, par conséquent, les agneaux étaient mis sous sédation uniquement si nécessaire pour optimiser les performances respiratoires et étaient souvent autorisés à respirer spontanément en plus de recevoir des respirations obligatoires déclenchées par le ventilateur. Les gaz du sang artériel ont été obtenus toutes les 1 à 4 heures pour évaluer la fonction d'échange gazeux pulmonaire. Nous n'avons pas pu quantifier de manière fiable dans quelle mesure les respirations spontanées et non assistées contribuaient à l'indice d'oxygénation, OI égale, FiO 2 fois pression moyenne des voies respiratoires, PaO2, et à l'indice d'efficacité de la ventilation. Et par conséquent les valeurs absolues d'OI et de VI étaient des mesures invalides pour comparer la fonction pulmonaire entre les agneaux dans cette étude. Nous avons utilisé des calculs relatifs d'OI et de VI pour déterminer quelle valeur des gaz du sang correspondait à l'oxygénation et à la ventilation maximale de chaque animal. Les pics d'oxygénation et de ventilation ne se sont pas nécessairement produits au même moment. Autopsie. Le poids du corps, du cerveau et des poumons a été enregistré. Les poumons ont été gonflés via la trachée avec 10% de formol. Lorsque la pression de fixation a atteint un plateau, généralement en 20 minutes, la trachée a été obstruée et les poumons ont été immergés dans un fixateur tamponné conservé à température ambiante pendant 7 à 10 jours. Les cerveaux ont été immergés dans du formol à 10% pendant 7 à 10 jours. Analyse stéréologique. Le volume pulmonaire a été estimé à l'aide du déplacement d'O58. 2 coupes de tissu pulmonaire ont été obtenues à partir des lobes inférieurs, déshydratées à travers une série de solutions alcoolisées graduées, incluses dans de la paraffine, sectionnées à 3 micromètres et colorées à l'hématoxyline et à l'éosine. Des images pulmonaires dépourvues de voies respiratoires et de vaisseaux sanguins majeurs ont été visualisées à l'aide d'une caméra Toshiba 3CCD interfacée avec un microscope. Le IK-DMRD et un ordinateur Apple G4. Un réseau de tests transparents polyvalents composé de 216 points de test et d'une série discontinue de sondes linéaires a été placé sur les images d'écran.
Le nombre de points de test recouvrant les tissus et le nombre d'interceptions de la sonde linéaire avec la surface luminale ont été utilisés pour calculer respectivement la fraction de tissu pulmonaire et la densité de la surface luminale. La surface lumineuse des poumons a été calculée selon l'équation SL égale SV fois VL. L'épaisseur de la paroi septale a été calculée selon l'équation suivante, TW égale VPA, tis SL, où VPA, tis est le volume de tissu parenchymateux 25, 26. Analyse histologique et quantification de la myéline. Les tissus cérébraux post-thérapeutiques et témoins ont été sectionnés en régions antérieures et postérieures pour chaque hémisphère. La coloration bleue rapide à l'hématoxyline et à l'éosine et au cluvé et barra-luxol a été réalisée comme détaillé dans Méthode de laboratoire en histotechnologie, Institut de pathologie D. Forces armées, Washington, D.C., 38-39. Les lames ont été numérisées numériquement avec un grossissement de 20 fois et évaluées à l'aide de l'apério-imagescope version 12.3, Loïka Biosystem Pathology Imaging, Buffalo Grove, Illinois, États-Unis, et de la microscopie optique standard. Les gyries individuelles ont été mesurées numériquement à la largeur maximale sur chaque diapositive. L'analyse de la myéline et le calcul des ratios de pixels positifs pour la myéline ont été effectués à l'aide de Positive Pixel Count version 9. Un algorithme uniforme ajusté pour identifier les pixels compatibles avec une coloration positive a été appliqué aux lames expérimentales et de contrôle. La positivité maximale par région a été déterminée en limitant l'analyse de densité à plusieurs zones de 1 mm² où la coloration bleue rapide du luxol était la plus forte 40. Analyse statistique. Les paramètres hémodynamiques et les paramètres des gaz du sang artériel ont été moyennés sur 12 et 24 H, respectivement, et analysés à l'aide d'une analyse intragroupe et d'une analyse intergroupe de variance. Lorsque des différences significatives entre les moyennes ont été détectées, une analyse de comparaison multiple a été réalisée à l'aide du test de différence la moins significative, SPSS version 23. IBM Corp, Armonk, New York, USA. La densité des cellules épithéliales SPB, le diamètre bipariétal, les rapports poids-cerveau au corps, la densité de myélinisation et la réactivité respiratoire fœtale à la PACO2 ont été comparées à l'aide du test T non apparié de Student. Les données de poids corporel ont été ajustées à des courbes de régression non linéaires, dont les constantes de vitesse ont été analysées entre les groupes GraphPad Prism version 6, GraphPad Software, San Diego, Canada, USA. La signification a été acceptée à P 0,05. Toutes les données sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins SEM. Disponibilité des données. Les auteurs déclarent que toutes les données étayant les conclusions de cette étude sont disponibles dans l'article et ses fichiers d'information supplémentaires ou auprès de l'auteur correspondant. Sur demande raisonnable. Les données de contrôle in utero des figures 3, 4, 5, 6 ont été obtenues à partir des travaux publiés 18, 20, 24, 36, 37, 59. Informations complémentaires. Comment citer cet article, Partridge et al. Un système extra-utérin pour soutenir psychologiquement l'agneau extrêmement prématuré. Nat. Commune. 8, 15112 est ce que je,
10.1038 N comme 15112. Note de l'éditeur. Springer Nature reste neutre en ce qui concerne les revendications juridictionnelles dans les cartes publiées et les affiliations institutionnelles. Changer l'historique. 23 mai 2017. Une correction a été publiée et est annexée aux versions HTML et PDF de cet article. L'erreur n'a pas été corrigée dans le document. Les références.